Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, c'est notre bulletin numéro 112 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider en faisant un don sur Tipeee, Patreon, Paypal ou Telegram, en vous procurant un VPN. Le VPN est toujours très utile pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron et nous avons un accord avec CyberGhost VPN et vous pouvez vous procurer nos livres. C'est Noël, il est temps de refaire sa bibliothèque. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Et bien sûr, le livre noir de la gauche française, qui est un vrai succès de librairie. Je donnerai les chiffres à la rentrée, mais j'en suis très content. Même si vous l'avez acheté déjà pour vous, eh bien, n'hésitez pas à l'offrir à vos amis pour Noël. Pour nos sponsors, eh bien, je vais prochainement envoyer le lien pour la conférence privée que je vais donner dans les jours qui viennent. J'ai mis en ligne déjà hier soir et même cette nuit la première vidéo sous-titrée d'un de mes reportages, à mon avis un des plus intéressants, c'est celui sur la ligne de front, donc dans la région de Kremena, près de Severodonetsk, Lysychansk. Donc vous pouvez le regarder, le faire circuler, encore une fois, copier les copies, soyez des soldats numériques, copiez toutes mes productions, mettez-les sur vos chaînes YouTube, Odyssée, Rumble, etc. Il y en a qui se plaignent de la mauvaise qualité du débit de Odyssée, je sais, j'espère qu'ils vont améliorer ça. Je mets également la vidéo sur Rumble, mais souvent un peu plus tard, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça met du temps à charger. Et en plus, il faut faire attention, parce que si on s'y prend mal, la vignette n'est pas enregistrée. Donc c'est pour ça que sur Rumble, vous avez plein de vidéos où la vignette n'est pas enregistrée et je n'ai pas trouvé le moyen de la remettre en ligne en allant sur l'interface. Si quelqu'un sait le faire, ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un des reportages. Il y en aura d'autres à venir, notamment un sur la ligne de front, cette fois du côté du Donetsk. Il y a plusieurs entretiens que j'ai eus avec la présidente d'une association qui essaie de recenser les crimes de guerre ukrainiens, et il y a du travail, et aussi également de retrouver les corps, de retrouver ce qui s'est passé pour ces corps qui ont été martyrisés. J'ai eu l'occasion de visiter la morgue de Lugansk. Ça n'a pas été une partie de plaisir, croyez-moi, étant donné ce qu'ils m'ont montré. Voilà, donc ça aussi, ce sera publié. J'ai des interviews de prisonniers russes qui ont été libérés, échangés en fait récemment, donc qui racontent comment ça s'est passé dans les prisons ukrainiennes. Et bien sûr, l'interview de Denis Pouchiline, le gouverneur temporaire, en attendant l'élection officielle, de la République populaire de Donetsk, qui continuera d'ailleurs à s'appeler la République populaire de Donetsk, même si c'est en fait la région russe de Donetsk. Voilà, donc tout ça, il faut le temps de mettre les sous-titrages. Merci à tous ceux qui m'aident, merci à Katia, merci à Pauline, voilà, merci à tous ces gens motivés qui prennent du temps pour sous-titrer toutes ces vidéos. Et commençons par les nouvelles économiques. Eh bien, toujours dans la presse économique anglo-saxonne, on a eu des informations intéressantes, notamment suite aux sanctions qui ont été très mises contre la Russie, notamment ce plafond sur le pétrole dont nous avons déjà parlé, et on apprend notamment que la Russie a quadruplé ses revenus liés au gaz et au pétrole, aux hydrocarbures, depuis l'adoption de ces sanctions. Donc ça, c'est chez Bloomberg. On apprend également que 90% du pétrole russe est désormais vendu en Asie. On apprend qu'à l'heure où je vous parle, c'est 3 millions de barils jour qui sont expédiés par la Russie sur le marché asiatique. Donc ça va donc provoquer, comme je l'avais redouté, une pénurie sur les marchés européens, et donc évidemment ça va se ressentir sur la compétitivité de nos entreprises et a priori également au prix du baril. Mais que les Européens se rassurent, même s'ils vont le payer plus cher, le carburant qui venait de la Russie atteindra toujours le territoire de l'Union européenne, puisqu'au lieu de faire fonctionner les raffineries en Europe, il fera fonctionner les raffineries en Inde, en Chine, pour qu'on nous renvoie le gaz ou le pétrole russe. Voilà à quoi nous a mené le génie de la finance, Mozart de la finance, qui est notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et bien sûr son patron, Emmanuel Macron. Voilà des informations économiques intéressantes. Vladimir Poutine a également pris la parole aujourd'hui, ce 15 décembre. Et il a donné quelques informations économiques intéressantes, notamment que la récession qu'on nous annonçait, souvenez-vous, au début de l'opération spéciale, 20% pour les plus pessimistes, 6%
je crois que c'est le FMI, donc on avait des chiffres catastrophiques dans toute la presse, notamment gauchiste française. Et finalement, la récession sera de 2,5%, c'est-à-dire moins que celle liée au Covid. Et surtout, en plus, elle a permis un saut, ce que j'appelle un saut qualitatif pour l'industrie russe, notamment, pour moi, ce qui est le signe le plus visible, c'est l'aéronautique. 2024, l'autonomie complète. La Russie produira ses propres avions de ligne, et tant pis pour Airbus. Malheureusement, pour notre Airbus semi-national, puisqu'on a aussi vendu ça aux Allemands, et pour Boeing. Donc voilà, donc si la Russie continue sur cette tendance, c'est-à-dire que finalement une récession assez limitée, une souveraineté monétaire, et on va y revenir, qui s'affirme, et également une augmentation de son potentiel industriel, qui est déjà extrêmement élevé, et bien dans ce cas, la Russie, une fois de plus, va tout gagner, comme elle a tout gagné des sanctions en 2014 et 2015, mais encore une fois, je pense qu'elle va y arriver, mais on ne le saura que d'ici 1 voire 2 ans. De la même manière que le constat de la réussite de l'adaptation de la Russie aux sanctions en 2014, en fait, a pu être apprécié définitivement qu'à la fin de l'année 2016, début 2017. Donc voilà où on en est, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse économique anglo-saxonne. Autre sujet, encore une fois, sur la souveraineté économique, non seulement de la Russie, mais du reste du monde non occidental, c'est-à-dire 80% de la population mondiale, eh bien, c'est le développement des moyens de paiement internationaux en dehors des systèmes classiques, du système classique en fait qui est le SWIFT. Donc on en a souvent parlé, on a dit à quel point c'était important, même avant le début de l'opération spéciale. La Chine met en place son propre système, la Russie met en place son propre système, mais Vladimir Poutine est revenu sur ces questions, et je remercie notre ami Laurent Nicolas. Donc je vous recommande d'aller voir le site internet qui est spécialisé sur les crypto-monnaies, la blockchain. Voilà. En plus, il y a des choses très intéressantes en ce moment, puisqu'il y a eu la crise FTX, il y a eu également une crise sur Binance, qui est une des 2 principales plateformes de trading de crypto-monnaie. Donc, allez voir sur son site. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que fin novembre, Vladimir Poutine a pris part à une conférence qui a eu lieu sur l'intelligence artificielle. C'est un domaine dans lequel Vladimir Poutine s'est toujours monté très, très actif, tout en reconnaissant que c'est quelque chose qu'il fallait aborder avec, éthique. C'est quelque chose dont il faut garder le contrôle. C'est d'ailleurs ce que disait également Elon Musk. Donc, et là, il a parlé de la blockchain comme un système qui pourrait être utilisé non seulement par la Russie, mais au niveau international, pour avoir un système de paiement qui soit indépendant du caprice d'un État tiers, en l'occurrence les États-Unis, et qui ne dépendent pas également des banques. Voilà, donc quelque chose de totalement autonome. Alors, c'est un peu un pavé dans la mare. Et on sait parallèlement que la plus grosse banque russe, Sber, a obtenu de la Banque centrale l'autorisation d'émettre son stablecoin. Encore une fois, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un stablecoin, eh bien, allez voir Laurent Nicolas. En fait, c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui est adossée à des actifs réels. Et donc la Sberbank est en train de mettre en place son propre stablecoin, et ça aussi, ça va devenir un moyen d'échange supplémentaire. Donc voilà. Donc on a vu Vladimir Poutine une fois de plus, très à la page de la haute technologie, de ce qui se fait, et toujours, en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que oui, il est capable de déclencher une opération spéciale, mais parallèlement, tout continue à fonctionner et tout continue à avancer. Que ce soit les brise-glaces dans l'Arctique, ou que ce soit les systèmes de transfert d'argent, et notamment autour de la blockchain. Donc, visiblement, là, la Russie continue à avancer prudemment, parce qu'il faut que les choses se fassent avec prudence, parce que pour que les entrepreneurs, petit à petit, se mettent à utiliser tous ces moyens alternatifs, eh bien, ça doit, sans se faire avoir, eh bien, ça doit être évidemment accompagné. C'est aussi pour ça que la Banque centrale russe est prudente et souvent s'affronte avec le ministère de l'économie et des finances qui, rappelons-le, est en train de légiférer sur le minage. C'est ce qui permet de faire fonctionner toutes ces crypto-monnaies. Donc voilà, un sujet très intéressant. Allez creuser avec Laurent Nicolas sur sa chaîne YouTube, et nous continuerons à en parler. Également des monnaies numériques, mais les monnaies numériques, c'est pas des crypto-monnaies, c'est simplement c'est une banque centrale qui vous permet d'ouvrir un compte en monnaie numérique. Donc il y a donc disparition du cash, ce qui est ça beaucoup moins enthousiasmant, et c'est là qu'interviennent
les vraies crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, qui est, et ça je suis d'accord avec Laurent Nicolas, qui est pas un moyen d'investissement, mais un moyen de paiement, un moyen de transférer de l'argent qui, en tout cas pour l'instant, n'est pas contrôlable par les États. Pour terminer sur ce sujet, la Russie, bien sûr, n'est pas le seul pays à travailler dans ce domaine et à légiférer. Le Brésil également a pris une loi au début du mois de décembre qui permet le règlement en crypto-monnaie. Et la Chine, elle, de son côté, avance avec d'autres pays d'Asie pour créer une monnaie commune numérique qui permette les échanges. Voilà, tout ça, en fait, c'est la fin de l'hégémonie du dollar. Hein. C'est, à mon avis, d'ailleurs, un des enjeux, en fait, de la guerre en Ukraine, paradoxalement, en fait. C'est-à-dire que c'est la Russie qui va faire le travail en faisant cette guerre contre l'OTAN, c'est-à-dire contre Washington, et en fait en se forçant elle, et en forçant ses partenaires économiques à sortir de cette hégémonie, ce privilège exorbitant, comme le rappelait Charles Gave, qui d'ailleurs vient de donner une interview très intéressante sur TV Liberté. Je vous conseille d'aller la regarder. J'ai vu que j'ai choqué plusieurs d'entre vous parce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais utiliser le terme ukro-bolchevisme, parce qu'il correspondait, et je le précise maintenant, dans le cadre des persécutions religieuses de Kiev contre l'Église orthodoxe, il correspondait davantage à un héritage national-bolchevique ukrainien plutôt qu'à un héritage national-socialiste ou ukro-nazi. Alors ça ne veut évidemment pas dire, contrairement à ce que j'ai pu entendre, que je nie les liens entre l'ukro-nazisme et le nazisme germanique initial, loin de là. De toute manière, c'est impossible, à part sur LCI, sur BFM TV ou tout le reste de la presse gauchiste, c'est impossible à nier. Il n'y a qu'à voir toutes les références qui sont faites, les soldats qui se font tatouer des têtes d'Adolf Hitler sur le bras. Je pense que d'ailleurs, il n'y avait pas un seul Waffen-SS qui avait la tête d'Adolf Hitler tatouée sur le bras. On voit quand même que ces gens-là ressemblent davantage à des punks à chiens qu'à des soldats allemands. Donc bien sûr que l'ukronazisme est lié au national-socialisme, c'est lui qui a massivement collaboré en Ukraine, avec Bandera, Shushkevich, Melnik et Shushkevich ont combattu sous l'uniforme allemand pour les Allemands, non seulement contre la population ukrainienne ou polonaise, mais également contre les Slovènes, contre les Slovaques. C'était des unités de répression, hein. J'en ai déjà parlé, c'était même pas une Waffen-SS, c'était pas une SS en armes. En fait, ils étaient liés aux Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. Ce qui d'ailleurs correspond finalement au bandérisme, qui est soit un terrorisme dans le sens où il pose des bombes, où il assassine des fonctionnaires, notamment polonais dans les années 20 et 30, soit un terrorisme au sens de la Révolution française, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir et ils exercent une terreur totale sur les autres populations. Mais s'il y a évidemment un lien entre le national-socialisme allemand et l'ukronazisme, il n'y a pas de filiation parce qu'ils sont nés simultanément, et je dirais même que l'ukronazisme est antérieur au national-socialisme. Hitler produit les 2 tomes de Mein Kampf, donc qui théorisent plus ou moins le national-socialisme en 1925 et 1926, tandis que le premier texte ukro-nazi violent sont antérieurs. Et par exemple, dans mon livre, je cite un avocat, un des pères de l'ukro-nazisme, n'ayant pas peur de faire cet anachronisme, donc, qui s'appelle Mykola Michowski, et qui publie en 1903 les 10 commandements du Parti populaire ukrainien. Donc c'est un parti radical qu'il a créé lui-même. Et je cite, « Ne prends pas comme épouse une femme étrangère, sans quoi tes enfants seront tes ennemis. Ne te lie pas d'amitié avec les ennemis de notre peuple, parce que tu leur donnes force et courage. Tous les gens sont tes frères, mais les Moskalis, donc c'est toujours péjoratif, c'est-à-dire les Russes, les Liakis, les Polonais, les Ougris, les Hongrois, les Roumains et les Youpins sont les ennemis de notre peuple. » Donc voilà, les ukronazis n'ont pas attendu Adolf Hitler pour détester et vouloir massacrer leurs voisins. Le nationalisme de Dimitro Donsov, dont j'ai également souvent parlé, donc qui sort en 1926 simultanément à Mein Kampf, donc il ne s'est pas inspiré de Mein Kampf, dont Donsov annonce que, il faut une nouvelle caste dirigeante qui ne connaît ni pitié ni humanité dans ses rapports aux individus. Les principes que pose Donsov pour son nationalisme sont entre autres la prévalence de la volonté sur la raison, la violence du fort sur le faible, l'expansion territoriale, le racisme et le fanatisme, la cruauté vis-à-vis de ses ennemis et la haine de l'autre que soi. Voilà. Donc, et Dimitro Donsov est cité, publié en Ukraine. Il est cité notamment par une députée
de Svoboda, Irina Farion en 2014, tout ça est dans mon livre. Donc voilà, ce que je voulais dire, donc c'est la première remarque que je voulais faire en parlant de l'ukro-bolchevisme, c'est que l'ukronazisme n'est pas un enfant du national-socialisme. Il naît simultanément dans une effervescence intellectuelle liée au XIXe siècle, liée à la Révolution française, liée au principe des nationalités au XIXe siècle, avec aussi l'impact de Darwin. De tout le monde veut avoir son interprétation des travaux de Darwin, et notamment, comme on le voit là, comme on le voit également dans le national-socialisme, comme on le voit également dans le stalinisme, dans le livre Le jeune Staline de Sebag-Montefiore. Il explique que Staline, qui était au séminaire, perd la foi en lisant le livre sur l'origine des espèces de Darwin. Et bien sûr, tout l'hitlérisme est imprégné de Darwin, c'est-à-dire que seuls les meilleurs vont survivre. Voilà. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Encore une fois, ce sont deux idéologies simultanées. L'une, évidemment, parce que entre l'Allemagne, la puissance germanique issue de la Prusse, donc et la bande de terroristes autour d'un projet complètement fantasmé de l'Ukraine, tel qu'ils la voyaient, évidemment, comme on dit, il n'y a pas photo. Voilà, donc il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui est plus puissant que l'autre, qui va plus loin que l'autre. Mais cela dit, encore une fois, l'ukronazisme n'est pas l'enfant du national-socialisme. Il est un espèce de rejeton bâtard de ces idéologies du 19e siècle. En revanche, et c'est pour ça que vous allez comprendre la justification de ma remarque sur l'ukro-bolchevisme et la vignette donc de cette vidéo, ce sont les bolcheviks, ça je l'ai souvent dit, qui créent l'entité ukrainienne. Lénine, Staline et Kaganovitch. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Staline est-il nationaliste ? Est-ce que c'est un nationaliste russe ? On peut regarder la vidéo, la réponse c'est non. Et d'ailleurs, un des buts de Staline, c'est de dérussifier l'Ukraine. La première expérience de dérussification, elle date pas de Maïdan, elle date des années 1920 jusqu'en gros en 1932, où il est interdit de parler russe, où l'enseignement doit se faire en Ukraine, ce qui provoque d'ailleurs une véritable catastrophe. C'est pour ça que finalement on arrête les frais. Mais à cette époque, dans les années 20, il y a l'immense majorité du Parti communiste d'Ukraine, donc qui dirige la République socialiste d'Ukraine, qui est national-bolchevique, c'est-à-dire qu'il considère que la révolution bolchevique c'est très bien et que ça doit permettre l'avènement de la nation ukrainienne telle qu'elle est rêvée de l'autre côté de la frontière par Bandera, puisque donc la partie ouest de l'Ukraine à l'époque appartient à la Pologne. Et donc ces gens-là, d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine, ont toujours leur plaque commémorative et eux ne sont pas décommunisés. C'est Krivoloy, c'est Chomsky, j'en parlerai dans mon prochain livre sur l'Ukraine. Donc ces gens-là qui seront purgés au milieu des années 30, mais qui dans les années 20 sont des bolcheviks convaincus, des nationaux bolcheviks. Et pour ces bolcheviks, un des moyens de dérussifier l'Ukraine, c'est la déchristianisation. Voilà. Et donc de la même manière que pour détruire la France, faut détruire le catholicisme en France. Pour détruire la Russie, il faut détruire l'orthodoxie en Russie. Et c'est pour ça que les armes utilisées aujourd'hui par le régime de Kiev contre l'Église orthodoxe, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que, par exemple, qu'ont utilisé les bolcheviks, et ce sont même les mêmes qu'ont utilisé les révolutionnaires, la gauche française, pour, à ses débuts, tenter de décatholiciser la France en créant une religion d'État, donc c'était la constitution civile du clergé, qui prétendait faire prêter serment les prêtres devant la constitution et au passage de valider la mort du roi. Et c'est exactement ce que fait le régime kievien, qui a lancé sa police politique, le SBU, faire des perquisitions dans les couvents, dans les monastères, dans les églises, pour essayer de chasser les bons pères, exactement comme la gauche révolutionnaire chassait les prêtres catholiques, leur voler leurs biens, évidemment, là aussi pas d'originalité, et à la place de mettre une église qui est fabriquée de toutes pièces, qui était fabriquée par Poroshenko, mais qui a eu finalement très peu d'impact dans la vie religieuse ukrainienne, et donc on va lui donner un petit coup de main en persécutant l'église canonique, orthodoxe, celle qui est en Ukraine, celle du patriarcat de Moscou. Et à cela, en plus, on peut rajouter que ça c'est très bien vu par les Occidentaux, parce que le métropolite, j'ai oublié son prénom, Enofreim, quelque chose comme ça,
est favorable au mariage homosexuel. Et donc comme ça, tout le monde est content. Les sponsors occidentaux sont contents. Et le régime kievien, il voit une bonne occasion d'accélérer la dérussification, s'attaquer à la langue, s'attaquer à l'orthodoxie et pouvoir s'emparer des biens de l'Église orthodoxe. Donc voilà où on en est sur ce front religieux. Voilà pourquoi j'ai parlé du gros-bolchevisme, parce que c'est exactement ce qu'ont fait les bolcheviks. Et le but, comme à l'époque les bolcheviks, c'était de dérussifier les territoires qui ont plus tard composé l'URSS. La bonne nouvelle, c'est que les bolcheviks ont échoué. D'ailleurs, petit à petit, eh bien, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le régime s'est largement assoupli et finalement, ça a donné, au moment du millénaire du baptême de la Rousse de Kiev, en 1988, eh bien, des cérémonies magnifiques et on s'est aperçu que le peuple russe, que l'orthodoxie, le christianisme avait survécu et avait les moyens désormais de se reconstruire. Toujours cette question religieuse, on a pu vraiment regretter les déclarations malheureuses du pape François, donc qui d'abord s'en est pris aux Tchétchènes et aux Bouriates, qui sont connus comme étant de farouches combattants. Et donc le pape François n'a rien trouvé mieux que de s'en prendre à leur soi-disant brutalité, alors qu'il n'a rien dit sur ce à quoi moi j'ai assisté lorsque j'étais à Donetsk ces dernières semaines, c'est-à-dire des bombardements civils gratuits tous les jours, y compris dans la cathédrale orthodoxe, où je suis allé d'ailleurs me recueillir le dimanche, puisqu'il n'y a plus de liturgie catholique. Le dernier prêtre qu'on avait vu, c'était en mai, donc était de Lvov, et il est rentré à Lvov, donc l'église catholique est fermée. Donc je suis allé les 2 dimanches dans cette belle cathédrale orthodoxe à Donetsk, et qui était un peu d'ailleurs un îlot de clarté et d'espoir dans une ville qui, encore une fois, où les gens sont terrorisés réellement, on en reparlera plus tard, mais par les bombardements quotidiens de l'armée ukrainienne, et gratuits. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Et d'ailleurs, jamais un militaire n'a été tué dans ces bombardements, puisque en fait, ils ne ciblent pas de cible militaire. Et de toute manière, les militaires, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus dans les bâtiments officiels de la République populaire de Donetsk, évidemment. Et c'était la 2e fois que les ukro-bolcheviks bombardaient une église. Et là-dessus, on n'a pas entendu, malheureusement, on n'a pas entendu le pape François. Heureusement, Ramzan Kadyrov, dans sa grande sagesse, a réagi avec extrêmement de modération en disant que le pape François était trompé par la propagande. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a dit avec justesse que ces réflexions n'étaient pas très chrétiennes. Et pour finir, on a appris aujourd'hui que le Vatican avait appelé le ministère des Affaires étrangères russe pour s'excuser. Donc voilà, on va dire que c'est une gaffe, que le pape François était victime de la propagande. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il dénonce les crimes délibérés de l'armée ukrainienne, les tortures sur les prisonniers russes, et qu'il tienne la bride courte aux gréco-catholiques uniates, qui sont de plus en plus une secte et de moins en moins une religion. 2 des prêtres, d'ailleurs, uniates se sont fait arrêter à Berdiansk. Donc j'ai vu dans la presse francophone, il parlait de Donetsk. Non, Berdiansk, c'est ni à Donetsk, ni dans la République populaire de Donetsk, c'est dans la région de Zaporozhye. Donc c'est pas Donetsk, c'est à Berdiansk. 2 prêtres qui cachaient des explosifs. Donc bon, laissons faire la justice russe. Mais le problème, c'est que c'est tout à fait possible. Stepan Bandera, son père, était un prêtre uniate. Et les uniates, même les enfants, sont élevés dans la haine des Russes, dans la haine de l'orthodoxie. Voilà. Et ça va pas du tout. Et ça, il y a un aggiornamento qui doit être fait vis-à-vis de l'uniatisme, parce qu'il y a d'autres gréco-catholicismes, notamment au Proche-Orient, qui n'ont rien à voir avec l'uniatisme, qui est en fait un catholicisme politique qui a été inventé par les Polonais pour asseoir leur domination sur la région. Et ça, il y a un aggiornamento qui est nécessaire parce que ça n'a rien à voir avec la religion catholique, et je dirais même ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Donc je pense qu'il serait temps que l'Église catholique fasse le ménage à l'intérieur de cette, subdivision. Voilà, de retour sur la carte militaire. Sur le front de Kherson, il ne s'est pas passé grand-chose. Des échanges d'artillerie, surtout les Russes qui bombardent, en fait, dès qu'ils observent des concentrations de forces ukrainiennes de l'autre côté de la rive du Dniepr. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire. Pas de nouvelles tentatives de s'emparer d'Energodar de la part, donc de la centrale nucléaire d'Energodar, de la part de l'entité kievienne et des forces otano-kieviennes. En revanche, il s'est passé quelque chose d'intéressant du côté de Melitopol, c'est qu'un acte de sabotage kievien
a fait sauter un pont près de la localité de Konstantinovka. Alors tout de suite, ça a été des cris de triomphe de la part de l'entité kievienne. Cela dit, en fait, on se demande un peu pourquoi, parce que ça ne nuit absolument pas à la logistique de l'armée russe dans la région. La logistique, elle vient soit du port de Berdiansk, ici, soit de la Crimée. Et comme on le voit, ça pose aucun problème. L'axe principal, il est là. Et donc, tout va bien de ce côté-là. La ville importante proche du front contrôlée par les Russes, c'est Tolmak ici. Et le ravitaillement s'y poursuit sans aucune difficulté. Donc, c'est plutôt symbolique. Autre chose que ça signale également, c'est que les Kieviens n'ont pas l'intention de lancer une offensive. Parce que quand vous lancez une offensive, vous faites l'inverse. Vous essayez au contraire de sécuriser les ponts pour pouvoir continuer à avancer. C'est ce qui s'est passé dans l'offensive de Market Garden de Montgomery. D'ailleurs, le film français s'appelle Un pont trop loin. Donc le but, c'est de s'emparer des ponts. Ou le pont de Remagen en mars 1945, lorsque les Alliés ont pu traverser le Rhin et installer une solide tête de pont. Voilà, c'est parce qu'on avait pu prendre un pont en bon état. Donc ça confirme donc les déclarations du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zaloujny, qui a déclaré que désormais la priorité pour l'armée kievienne, c'était de tenir bon et d'attendre en fait, visiblement une nouvelle vague de mobilisation, on va en reparler, et des nouveaux armements occidentaux. Donc visiblement, dans cette région, les Ukrainiens ne sont plus capables d'avancer, notamment que beaucoup de renforts ont été envoyés du côté d'Artemievsk. Donc, et c'est les Russes qui ont plutôt d'initiative en bombardant tout ce qui ressemble à une concentration de forces otano-kieviennes, que ce soit ici, dans cette région-là, et à Gouliapol, là. Côté Donbass, c'est beaucoup plus actif. Donc là, il y a une reconnaissance offensive russe qui a été lancée dans toutes les règles de l'art, préparation d'artillerie, offensive de blindés, qui a assez rapidement progressé, qui finalement s'est repliée. Alors c'est pas très clair si c'est parce que la résistance ukrainienne était trop importante, ça n'a pas l'air d'être le cas, ou si c'était tout simplement une reconnaissance offensive pour voir à quoi ressemblent les défenses kieviennes à cet endroit. Hein, ça pourrait être la direction d'une offensive russe de plus grande envergure. En effet, n'oublions pas que le but principal annoncé, c'est la libération du Donbass. Et donc, il reste à peu près 40% du territoire de la République populaire de Donetsk à libérer. Du côté d'Ougledar, les otano-kieviens ont tenté des contre-offensives pour reprendre Pavlovka, qui ont tout échoué. Les Russes continuent à pousser pour essayer de s'emparer de Vodiane, de Novo-Mikhailovka et de s'emparer de Konstantinovka. En tout cas, ce qui est clair, c'est que désormais cet axe est définitivement contrôlé, non seulement du point de vue opératif, mais du point de vue physique, par les troupes russes. Et également le fait que Marinka est désormais, selon les mots de Denis Pouchiline, contrôlé à 80% par les forces alliées, les forces de la DNR. Donc ça aussi, ça aura des conséquences importantes. Ça voudra dire que la ligne Maginot aura été percée à cet endroit. Ça voudra dire aussi qu'un des points que les otano-kieviens utilisent pour tirer sur les populations civiles de Donetsk dans les différents quartiers, aura été neutralisé. Alors ça ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Les Russes estiment que les tirs sont faits à partir de cette localité-là, Netalové, donc, et également toujours d'Avdiivka. En tout cas, ici, l'armée russe continue de progresser, lentement, mais sûrement. Pareil, du côté de Pervomaïsk, Vodiane, c'est quasiment réglé, c'est pas complètement, donc pour l'instant, je ne le mets pas comme un objectif pris, mais les choses avancent, et l'encerclement d'Avdiivka se précise. Plus au nord, c'est, à mon avis, le point de d'effort principal, c'est l'encerclement de Bakhmout en vue de soit de détruire le maximum de forces ukrainiennes, et comme les forces otano-kieviennes ne veulent pas abandonner cette espèce de citadelle, ils y envoient des troupes qui se font massacrer, littéralement. J'ai corrigé la ligne de front, ça ressemble davantage à ça. Et on voit que les Russes sont en train de réussir à couper cette citadelle en deux morceaux. D'un côté Soledar, où les troupes russes progressent également, et de l'autre côté Bakhmout, qu'ils essayent visiblement davantage d'encercler pour faire des prisonniers, pour encore une fois l'utiliser comme un hachoir à viande, comme dit Prigojine, plutôt que de prendre un assaut frontal. À mon avis, c'est un modèle qu'on va retrouver sur le reste, de plus en plus sur le reste du front. Plus au nord, c'est toujours les Russes qui ont l'initiative et qui essayent d'avancer, d'achever la prise de Sporno et de continuer à avancer au sud de Seversk, et également au nord, du côté de Serebrenka. Voilà.
Donc là, l'offensive bat son plein également. Mais sur la carte, évidemment, ça ne se voit toujours pas beaucoup. Pour rappel, le reportage que j'ai posté cette nuit, eh bien, en fait, c'était dans cette région-là. Je ne sais pas où exactement, d'ailleurs, j'ai pas envie de savoir. Mais visiblement, voilà, ça devait être par là. Sur le front nord, là, les Otanokieviens sont en train de perdre vraiment l'initiative. Alors, il y a toujours quelques tentatives d'avancer vers Svatovo, mais pour l'instant, ça ne donne rien et ça leur coûte à la fois très cher. Et puis, en ce moment, le temps n'est pas idéal pour les pick-up, qui sont le mode d'offensive le principal des Kieviens. Voilà, les Russes, eux, tentent de consolider une ligne de front le long de cette rivière-là. Les Russes ont lancé quelques offensives limitées pour essayer d'avoir des positions plus confortables et de pouvoir s'adosser à la rivière. Donc ça a donné quelques succès. Voilà. Mais bon, c'est pas ici non plus que les choses les plus intéressantes se passent. En revanche, d'après le renseignement britannique et l'état-major ukrainien, les Russes prépareraient quelque chose dans la région de Kupiansk. Donc il y a des unités de défense territoriale qui ont été déployées dans cette région-là. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que les Russes pourraient, sans trop de difficultés, étant donné l'ouverture du terrain, repercer du nord vers le sud, comme ils l'ont fait en février et mars de cette année, pour encercler en fait les troupes ukrainiennes qui ont été déployées ici. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça. Mais bon, personne ne sait à l'heure qu'il est où va avoir lieu l'offensive russe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, je l'ai dit mais je le répète, ce qui se passe ici, c'est pas l'offensive d'hiver, c'est la continuation du combat et qu'il est mené patiemment, méthodiquement et efficacement, même si c'est lent, par l'armée russe pour libérer le Donbass. Voilà où on en est le 15 décembre. Je supprime la ligne de la semaine dernière et voilà à quoi ressemble le front. Voilà où on en est directement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tout d'abord, ni Kiev ni Moscou n'ont lancé une grande offensive d'hiver pour l'instant. Il y a différentes raisons. Je pense que Kiev ne peut plus le faire. C'est pas possible. D'ailleurs, si on regarde l'interview qui a été donnée dans The Economist par le général Valery Zaloujny, donc qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le commandant en chef, il lui a dit qu'il lui fallait 300 chars, 500 blindés d'infanterie, 500 canons. Donc on imagine également les munitions qu'il faut. Donc c'était un peu comme de dire qu'en fait il n'était pas capable de lancer une offensive, de gagner la guerre. C'était une interview assez étrange. Zaloujny, c'est celui qui pourrait remplacer Zelensky, dont la popularité pourrait largement chuter au fur et à mesure que les chiffres des morts réels et des pertes ukrainiennes en général continueront à fuiter, ou si la Russie réussit à s'emparer de cette fameuse ligne Maginot, Artemiovsk, Marinka. On vient d'en parler. Donc voilà, peu de chances que l'Ukraine soit en état avant longtemps de lancer une grande offensive dans les règles de l'art, avec une préparation d'artillerie, un soutien aérien, du char, du blindé, de l'infanterie pour exploiter. C'est pas du tout ce qu'elle a fait pour l'instant. Rappelons, l'offensive dans la région de Kharkov, c'est des troupes légères qui ont profité en fait de la supériorité numérique de 8 contre 1 dans la région et qui finalement, encore une fois, n'a pas abouti à grand-chose côté ukrainien. Et à Kherson, c'est les Russes qui sont partis. Toutes les offensives ukrainiennes avaient échoué. Et à aucun moment, on a eu enfin une belle offensive avec 10-20 000 hommes, une préparation d'artillerie, enfin quelque chose fait dans les règles de l'art. Ce que je pense les Russes se préparent à faire, qu'ils n'ont toujours pas commencé. Encore une fois, ce qui se passe sur Artemovsk, ce n'est pas l'offensive d'hiver russe, c'est la prolongation de cette progression dans la zone d'effort principale russe depuis le début de l'opération spéciale, du côté pour libérer complètement le Donbass. Il y a une raison aussi extrêmement pragmatique, c'est que en fait le temps ne le permet pas. Autant quand je suis allé sur le front à Kremena, il faisait moins 15. C'est pour ça que ceux qui m'entendent souffler, c'est pas que je m'essouffle, c'est qu'en fait j'ai très froid parce que j'étais pas suffisamment habillé. Heureusement que je suis resté que quelques heures. Voilà, soit dit en passant. En revanche, une semaine après, je suis allé sur le front de Donetsk et là, le temps s'était réchauffé. Il faisait autour de 4, 5, 6 degrés et c'était de nouveau la boue.
mais la boue, elle a raspouti de ça. Et d'ailleurs, les soldats n'étaient même pas équipés de chaussures, de chaussures en cuir, de chaussures militaires, on va dire. C'était d'énormes bottes en caoutchouc qui leur remontaient jusqu'aux genoux. Et en fait, quand ils rentraient, ils avaient ramené avec eux plusieurs kilos de boue. Donc c'est très difficilement praticable, d'autant plus, rappelons-le, que les véhicules qui ont été donnés aux Ukrainiens sont des véhicules à roues. Et je veux dire que les VAB là-dedans, c'est même pas la peine de les emmener. Donc voilà, il y a aussi des raisons purement climatiques. Une offensive de grande échelle, qu'elle soit donnée par Kiev, mais j'en doute, ou par la Russie, a besoin d'un sol gelé. Et ça, ce sera plutôt peut-être fin décembre, début janvier. En tout cas, les deux parties sont bien d'accord que la fin de l'année ne doit pas être l'occasion d'une trêve. La bonne nouvelle pour les Russes, et ça date d'hier, c'est qu'il a neigé. Et donc la neige recouvre tout de son élégant manteau blanc et surtout permet de suivre les troupes au sol. Et les Russes ont encore une fois la supériorité aérienne. Et donc ça va permettre ça aussi, en plus du fait que maintenant il n'y a vraiment plus aucun feuillage, d'améliorer le travail de l'armée russe qui a une supériorité quasiment, je pense, à 8 contre 1 en matière d'artillerie et quasi totale en matière d'aviation. Donc ça va être beaucoup plus dur, notamment pour le travail de l'artillerie ukrainienne, de pouvoir tirer, de se cacher, etc. La neige est une bonne chose pour l'armée russe, qui en plus est bien plus chenillée que l'armée ukrainienne. Là aussi, les chenilles et les roues, on va voir la différence. Dernière nouvelle également intéressante pour ce bulletin qui confirme ce qu'on commence à savoir et à reconnaître sur les effroyables pertes ukrainiennes, c'est qu'on commence déjà publiquement à parler en Ukraine d'une nouvelle vague de mobilisation. Donc là on en est à 8, donc ce sera la 9e. Et donc le porte-parole de l'armée ukrainienne, je crois, a dit que c'est des choses dont on parlerait à la rentrée, voilà, après les fêtes de fin d'année. Alors que du côté russe, Vladimir Poutine a dit clairement qu'une nouvelle mobilisation n'était pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre chaîne Telegram, sur Odyssey, sur Rumble. Il faut quelque part, on soit à 185 000 abonnés, comme on l'était sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous doter d'un VPN, le CyberGhost VPN. Le lien est dans cette vidéo. Et puis, c'est Noël. Offrez des livres à vos amis. Voilà. Je reviens du front, les nouvelles sont bonnes, les soldats sont motivés, on avance sur le front du Donbass, donc courage, on les aura, et à la semaine prochaine pour le bulletin de Noël.